Se mettre à TikTok, Instagram Reels, YouTube Reels ou même Facebook Reels, c'est hyper tentant. C'est tentant parce que sur TikTok et sur toutes ces plateformes, on fait énormément de vues. C'est tentant parce qu'avant l'arrivée de TikTok, Instagram était roi et Instagram, c'était très loin d'être dingue. Twitter, ça se prêtait pas forcément à toutes les niches. Facebook, c'est vieillissant. Et LinkedIn, c'est pas pertinent pour tous les business. Donc quand TikTok débarque, c'est du nouveau dans l'éventail des plateformes, et forcément ça fait du bien. Et puis aussi c'est tentant parce que faire des vidéos de 30 secondes, 1 minute, dans l'idée c'est pas très compliqué. Seulement voilà, même si c'est très attrayant sur le papier, on a l'impression que c'est très simple, etc., il faut quand même trouver des idées constamment, il faut quand même écrire constamment, filmer constamment, monter constamment. Et en fait on se rend compte assez rapidement que finalement c'est énormément de boulot. Surtout que TikTok, contrairement à des plateformes comme YouTube où poster un contenu va avoir une durée de vie assez longue, sur TikTok, c'est assez immédiat et il faut poster souvent et il faut poster tout le temps. Seulement te mettre à TikTok ou à toutes ces plateformes de format vertical, c'est beaucoup plus simple si tu es déjà YouTuber. Parce que si tu es YouTuber, tu as un avantage énorme par rapport aux autres, c'est que des vidéos, en fait, t'en as déjà et t'en as déjà plein. Et donc si aujourd'hui tu es YouTuber, te mettre à TikTok ou Instagram Reels et toutes ces plateformes verticales, en fait pour toi ça va être assez facile. Ça va être assez facile parce que dans l'idée, tout ce qui te suffit de faire, c'est de récupérer tes vidéos et de les réadapter pour les poster sur ces plateformes. Si on schématise très simplement, tout ce qui te suffit de faire, c'est de récupérer tes vidéos YouTube, de les passer en format vertical, donc en 9/16e, d'éventuellement faire bien attention que ton sujet est bien au centre de la nouvelle vidéo, et aussi de réduire la durée de ce que tu diffuses. Alors évidemment, je schématise énormément et on va voir un peu plus loin dans cette vidéo comment le faire bien et comment faire en sorte que ça fonctionne bien. Mais avant de parler de ça, peut-être qu'on peut se poser la question, est-ce que ça fonctionne pour les créateurs ou pour les gens qui ont des chaînes YouTube ? Concrètement, oui, ça fonctionne. Je pense par exemple à Christelle Alvarez qui parle de psychologie et qui va faire des vidéos qui vont faire 100-200 000 vues sur Instagram et sur TikTok régulièrement. Je pense aussi à Antoine BM qui a complètement propulsé son compte Instagram et même lancé un compte TikTok de zéro, à la base en reprenant des contenus d'interview et en les traduisant en format vertical. Ou bien encore, je pense à Benjamin Code qui n'a pas une communauté énorme sur ses réseaux et qui pourtant fait de très jolis scores, notamment sur TikTok. Sauf que tu te doutes bien, il suffit pas juste de reprendre ta vidéo, la mettre en 9/16e, couper en portions d'une minute et puis poster ça sur les réseaux. Évidemment, la démarche est un peu plus fine que ça et je vais essayer de te détailler un petit peu le process pour faire ça correctement. Et si tu me connais pas, moi ça fait un peu plus d'1 an que je fais ça avec des youtubeurs avec qui on a des résultats qui sont très bons. J'ai dû faire ça sur plus de 1000 vidéos. Et donc maintenant, j'ai une bonne méthode pour faire en sorte que ces contenus-là marchent assez bien. Donc pour découper tes contenus YouTube et pour en faire des contenus short ou des contenus TikTok, il y a 3 gros éléments auxquels il faut faire vraiment très attention. La première, c'est l'accroche, c'est-à-dire qu'il faut que les premières secondes de ton contenu captent l'attention sur ces plateformes, sur TikTok. Sur ces plateformes, les utilisateurs ont tendance à scroller et finalement, ils prennent 1 à 2 secondes pour savoir si un contenu ils vont regarder jusqu'au bout ou pas. Et donc c'est hyper important de vachement soigner ton accroche, donc le début de ton contenu, pour t'assurer que les gens vont s'arrêter et pas scroller sur ta vidéo et la laisser passer. La deuxième chose, c'est de bien réussir à faire en sorte que ta vidéo fonctionne hors contexte. C'est-à-dire que si on ne te connaît pas, si on ne connaît pas forcément le sujet duquel tu parles, etc., si la vidéo en tant que telle, on peut la comprendre intégralement sans contexte. Et la troisième chose, c'est la valeur, c'est-à-dire de savoir si, après avoir regardé ce contenu de 30 secondes, 1 minute, est-ce que ton audience en tire quelque chose? Est-ce qu'elle apprend quelque chose? Est-ce qu'elle a été divertie? Est-ce qu'elle en apprend davantage sur toi? Est-ce qu'elle en apprend davantage sur elle? Enfin bref, il faut que ton audience récupère quelque chose de ce contenu-là. Donc, par rapport à l'accroche, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir que tu regardes ton contenu YouTube à nouveau, que tu ailles dans tes vidéos, et que tu sois à la recherche d'une accroche. C'est-à-dire que tu sois à la recherche d'une phrase ou de quelque chose qui donne envie à ton audience de regarder le contenu en entier. Donc il y a quelques petites techniques pour les identifier. La première, c'est trouver des moments où tu vas donner une opinion forte. Une opinion forte, c'est quand tu as une opinion qui est très arrêtée, qui est souvent assez peu nuancée, et quand tu vas dire des choses un peu volontairement pour choquer. Donc quelques exemples, ça pourrait être de dire tu n'as pas besoin de faire des études. Ça, c'est une opinion qui est forte et qui ne fait pas forcément partagée par plein de gens. Et donc forcément, si tu entends ça, tu vas vouloir regarder le reste de la vidéo pour comprendre le contexte. La deuxième chose à laquelle on peut faire attention, c'est ce qu'on appelle le pattern interrupt. Le pattern interrupt, c'est quand on va dire une phrase qui va à l'encontre de ce que l'audience attend. Donc un exemple, ça pourrait être comment gagner du temps dans son quotidien en apprenant à en perdre. Là, justement, on a une belle interruption. Comment apprendre à gagner du temps en apprenant à en perdre, et donc forcément, il y a une opposition entre les deux. Donc c'est un petit peu surprenant, et on va aller vouloir regarder le reste de la vidéo pour mieux comprendre
l'évolution de la pensée du créateur. La troisième chose, c'est tout ce qui va être liste, donc tout ce qui va être nombre. Quand on va annoncer 3 techniques pour, 8 méthodes pour, ça va donner vraiment envie aux gens de regarder le reste du contenu. Une autre approche qui est assez pertinente, c'est quand on va poser une question directement à l'audience, donc pour les interpeller. Donc forcément, si on leur pose une question, ça va leur donner envie de regarder le reste parce qu'ils sont déjà engagés avec le reste du contenu. Une cinquième accroche qui marche bien, c'est le fait d'énoncer un fait qui est surprenant ou qui a une promesse qui est forte. Donc c'est toutes les accroches du type l'algorithme d'Instagram va radicalement changer en 2023. Ça forcément, ça pique la curiosité de l'audience qui va vouloir aller regarder le reste pour s'instruire, pour en apprendre davantage. Une dernière accroche qui marche très bien, c'est quand on va avoir une approche un petit peu cliffhanger ou storytelling et qu'on va dire des trucs du type « cet événement a changé ma vie, mais avant que je vous raconte, il faut que je vous explique ». Et ça marche bien parce que, évidemment, ça introduit énormément de tension dans l'accroche et au bout d'une seconde, on a envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, quel est le contexte, etc. Ensuite, le deuxième point dont j'avais parlé, c'était le hors contexte. Donc c'est de faire vraiment en sorte que cette vidéo de 30 secondes, 1 minute, même sans savoir le reste de la vidéo YouTube, ça fait quand même sens. Donc ça, c'est assez difficile parce que forcément, nous, quand on regarde notre propre vidéo, on sait de quoi on parle avant et après. Donc une bonne façon de bien s'en rendre compte, c'est de potentiellement vous montrer ce nouveau contenu-là à quelqu'un qui ne connaît pas votre vidéo et de simplement lui demander est-ce que tu comprends de quoi ça s'agit. Le hors contexte, c'est quelque chose qui se travaille et on en prend finalement l'habitude assez rapidement. Mais c'est vrai qu'au début, c'est un petit peu dur à sentir et c'est un petit peu dur à expliquer. Au final, c'est en montrant ces nouveaux contenus à des gens qui n'ont pas forcément le contexte de la vidéo et qui vont vous le faire remarquer que vous allez trouver les petites choses qui font que. Malheureusement, je n'ai pas réellement trouvé un protocole hyper précis pour s'assurer que ça fonctionne hors contexte, si ce n'est de le montrer à quelqu'un qui n'a pas vu votre vidéo entièrement. Enfin, pour s'assurer qu'il y a de la valeur, il y a un exercice qui est assez simple, qui est de se regarder la vidéo et de décrire la position de l'audience avant et après le contenu. L'idée, c'est de savoir si le contenu que tu as montré a entraîné une transformation chez l'audience. Une transformation, c'est-à-dire, est-ce qu'elle en a tiré quelque chose? Est-ce qu'elle a appris quelque chose? Est-ce qu'elle s'est divertie? Est-ce qu'elle a passé un bon moment? C'est ce genre de choses-là. Et donc, l'intérêt, c'est de l'écrire et de le formaliser et de se dire, ok, en regardant mon contenu, ils ont appris à faire ça. En regardant mon contenu, ils ont découvert telle méthode. En regardant mon contenu, ils ont eu envie d'en savoir plus et d'aller sur mon profil. Il n'y a pas besoin de forcément aller chercher très loin, mais l'idée, c'est réellement de se poser la question de est-ce que ce contenu est utile? Ce qu'il arrive qu'on trouve parfois des extraits où les accroches sont excellentes, où le hors-contexte marche très bien, mais finalement, quand on regarde le contenu, on se dit « ouais, mais l'audience, elle en tire absolument rien de ça, et finalement, c'est pas si intéressant. » Et donc, utiliser ce genre d'extrait ou de contenu, ça va pas fonctionner sur des plateformes comme TikTok ou Instagram. Un dernier conseil pour ces extraits sur les réseaux sociaux, ça va être d'ajouter des sous-titres. En fait, les sous-titres, c'est très important pour plein de raisons. Bon, déjà parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas forcément entendre. Il y a des gens qui consultent les réseaux sociaux sans le son. Moi, je sais que c'est complètement mon cas. Je regarde TikTok ou Instagram Reels en permanence sans le son. Il y a aussi que d'avoir des éléments de sous-titres en permanence qui arrivent et qui sont un petit peu dynamiques, ça va dynamiser la vidéo et en fait, ça a tendance à maximiser la rétention. Enfin bref, de façon générale, ajouter des sous-titres, ça maximise la rétention et ça s'assure que les gens vont rester sur ta vidéo même s'ils la consultent sans le son. Donc tout ça, ça peut paraître peut-être un petit peu fastidieux, mais on peut même aller encore plus loin et en tirer encore plus de ces micro-contenus qu'on vient de créer. On peut par exemple utiliser un logiciel comme Descript. Descript va aller récupérer la transcription de ce contenu et donc on va avoir ensuite ce contenu sous format texte. Et une fois qu'on l'a sous format texte, évidemment, ce texte on peut le remanier pour qu'il passe un peu mieux à l'écrit, et ensuite le poster sur des plateformes comme Twitter ou Threads. Maintenant, on peut en faire un post sur LinkedIn, voire même récupérer cette transcription-là, l'étoffer un petit peu et en faire un article de blog. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle en fait la réaffectation de contenu. La réaffectation de contenu, c'est le fait de récupérer un contenu qui est long, donc souvent une vidéo YouTube ou un extrait de podcast, etc., et d'en faire des contenus plus courts pour publier sur plus de plateformes. Et toi, du coup, si t'es youtubeur, t'as déjà un gros stock de vidéos, des vidéos qui sont déjà forcément longues, et donc a priori, t'as un avantage énorme par rapport à d'autres créateurs pour pouvoir créer sur ces nouvelles plateformes et pour récupérer en fait toutes ces idées et les diffuser au maximum. Parce qu'aujourd'hui, si t'es créateur de contenu, tu sais bien que le plus compliqué, c'est d'avoir des idées constamment et de constamment avoir à développer de nouvelles idées, se renouveler en permanence, etc. D'ailleurs, si tu as besoin d'un coup de main pour générer des idées, j'ai un lien dans la description. Clique dessus et je te donne un framework pour générer plus de 300 idées en moins d'1 heure. Mais bref, la réaffectation de contenu, c'est un super moyen pour pas être limité par la quantité d'idées que tu as et de quand même publier constamment. En tout cas, j'espère que cette vidéo-là t'a aidé, ou au moins t'a donné l'idée de te lancer sur ces plateformes-là en récupérant tes contenus.
Comme j'ai dit précédemment, moi c'est un truc que je fais professionnellement depuis un peu plus d'1 an maintenant, et si c'est quelque chose que tu as envie de déléguer parce que tu te rends compte que ça prend énormément de temps et que c'est plus compliqué que ce que tu penses, je te laisse te manifester en commentaire ou me contacter directement. Et si la création de contenu c'est un sujet qui t'intéresse, et notamment comment s'assurer que tu puisses diffuser tes idées à maximum et sur un maximum de plateformes, je te conseille de suivre cette chaîne et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.